Qu'arrive-t-il quand une petite ville du Nouveau-Brunswick est bouleversée par une série de crimes commis par un meurtrier connu nommé Alan Legere? Des crimes qui incitent les gens à dormir avec des fusils et des couteaux à leur côté. 1989 marquera une année qui changera la communauté de Chatham et sera marquée dans l'histoire de Miramichi et celle du Nouveau-Brunswick. Le vendredi 13 février 1948, Alan Joseph Legere est né à Chatham, un quartier urbain à Miramichi, Nouveau-Brunswick. Dès sa naissance, il démontra un caractère troublant et difficile à faire face à. Il commença sa vie de crime à l'âge adolescent, mais le tout changea le 21 juin 1986. Accompagnés de Todd Machette et Scott Curtis, ils ont entré par effraction dans la maison de Mary et John Glennington. Le couple âgé venait tout juste de fermer leur magasin quand le drame s'est produit. Après avoir demandé pour la combinaison du coffre-fort, les trois criminels ont battu et ont violé Mary. Le trio quitta la scène de crime avec le coffre. Mary survivra à l'attaque brutale, tandis que son mari, John, sera retrouvé battu à mort dans une autre chambre. La police retrouva le coffre vide dans le milieu du bois. Il ne tarda aucun temps à attraper les criminels, dont Alan Legere. Pendant le procès, Machette plaide coupable au meurtre de John Glennington et aux tentatives de meurtre de Mary, tandis que Curtis et Legere ont été déclarés coupables par un jury. Le 3 mai 1989, presque 3 ans après le meurtre de John Glennington, Alan Legere se plaint encore une fois d'une infection de rein. Il avait visité un spécialiste plusieurs fois auparavant, mais cette fois, il serait différent. Au moment de cet incident, Legere était incarcéré au pénitencier de Reynolds, près de Moncton. Quand il se rend à l'hôpital de Moncton avec 2 gardiens de prison, il persuade les gardiens de le laisser aller aux toilettes seul, un luxe pour un prisonnier dangereux. Dans la salle de bain, il utilise une clé dont il a fabriquée avec une antenne de télévision pour se libérer de ses menottes et son fermoir en métal. Il sort ensuite en courant. Avant que les gardiens peuvent réaliser ce qui se passe, Alan est déjà rendu au stationnement de l'hôpital. Il prend ensuite en otage Peggy Olive dans son auto. Il la menace avec un couteau avant de la relâcher indemne. L'évasion de Legere a été suivie d'une série d'agressions, de vols et de vols de voitures pour lesquels il était considéré comme un suspect. Ceci marquera le début d'une chasse à l'homme qui a duré 201 jours. Sur ce point, le règne de terreur d'Alan Legere a pris son envol pendant la nuit du 28 mai 1989 à Chatham. Le Flam's Grocery Store est une petite épicerie dans le quartier de Chatham. Annie Flam et sa belle-sœur Nina Flam résidaient dans la partie supérieure du magasin. Les pompiers ont retrouvé Nina Flam inconsciente au pied de l'escalier. Cependant, les restes d'Annie Flam ont été retrouvés sur son lit, détruits par les flammes. Les 2 victimes avaient été sévèrement battues et violées. Des lunettes identiques à celles d'Alan avaient aussi été retrouvées près de la scène de crime. Le 14 octobre 1989, la mortalité frappe à nouveau, mais cette fois-ci dans la région de Newcastle. Parallèlement, le 30 septembre auparavant, Morrissey Doran, âgé de 70 ans, reçut une balle dans le dos lorsqu'il a affronté un intrus dans son domicile. Le lendemain, Edwin et Evangeline Russell, un couple âgé de Newcastle, ont été violemment agressés. À la suite de ces 2 incidents, les sœurs Linda et Donna Downey ont à leur tour passé dans les mains de Legere. Il les a battus horriblement avant de les violer. Les services d'urgence ont reçu un appel à 7h45 du matin qui affirmait que la maison est en flammes. Ce crime violent criait presque le nom d'Alan Legere. De plus, Alan avait déjà eu une relation amoureuse avec Linda Downey, ajoutant seulement à la terreur. Bien entendu, Alan n'avait pas encore fini son cirque de violence. Durant la soirée du 16 novembre, le révérend James Smith a été battu à mort dans sa résidence. Le coffre-fort du presbytère a été cambriolé et la voiture du révérend Smith avait disparu.
Pendant la soirée du 23 novembre 1989, Legere a détourné un taxi sous la menace d'un pistolet. Il a ensuite demandé au conducteur Ron Gomke de l'emporter jusqu'à Moncton. Pourtant, les routes glacées ont entraîné Ron et Alan à s'enfoncer dans un banc de neige. Convaincu qu'il sera à Moncton, Alan finit par faire signe à une voiture. La conductrice est Michelle Mercer, une agente hors service de la GRC. Heureusement pour Michelle, sa voiture avait besoin de l'essence. Quand Alan quitte la voiture pour payer, Michelle et Ron s'échappent sans blessure. Malgré tout, Legere prend Brian Golden et son camion de transport en otage. De crainte qu'Alan s'échappe à nouveau, la police s'est engouffrée dans la zone et a érigé des barrages routiers. Finalement, pendant le matin du 24 novembre, la police arrêta le camion et Legere se rendit sans lutte. Legere a été reconnu coupable du meurtre d'Annie Flam, Linda Donnie et du meurtre de James Smith. Il a été le premier cas dans l'histoire judiciaire canadienne où une preuve par ADN a contribué à sa condamnation. Il a été qualifié de délinquant dangereux et a été emprisonné dans le pénitencier à sécurité maximale de Sainte-Anne-des-Plains, au Québec, jusqu'en 2015. Il est maintenant emprisonné à l'établissement d'Edmonton à sécurité maximale de l'Alberta. Le cas du monstre de Miramichi a réveillé une discussion sur les propos de la peine de mort au Canada. En considérant ce qui précède, la peine de mort pourrait être une option assez intéressante pour le futur d'Alan Legere. Qu'en pensez-vous? Un petit ajout aux vidéos que vous venez de visionner. Le 21 novembre 2019, la journaliste Jannick Leblanc a publié un article intitulé « Sur les traces du monstre de Miramichi, 30 ans plus tard ». Cet article de Radio-Canada démontra bel et bien que même après 30 ans, les souvenirs de ce qui est arrivé sont encore engravés dans la mémoire des gens. Joseph Godin dit avoir bien connu Alan Legere dans son jeune temps. Voici un extrait de son entrevue. C'était comme un genre de gars qui avait une personnalité, deux personnalités. Une personnalité, il pouvait être bon à parler dans une minute, puis 15-20 minutes après, c'était une différente personnalité. C'était un gars qui n'était pas comprenable. Comme quoi? Ben, on va dire, lui, il fallait que ça y aille à sa manière, pas la manière des autres. C'était ça qu'il voulait faire, ou ça, quoi ce qu'il voulait, c'est ça qui, il pouvait pas, il prenait pas non pour une réponse. C'était tout le temps, il fallait que ça y aille à sa manière. Vous l'avez. Puis c'était un gars, fallait que tu sois avec pour le connaître, ce sorte de gars que c'était. C'était un gars qui était bizarre, vraiment, vraiment bizarre. Il arrivait dans une salle de danse, n'importe quelle salle de danse, puis maintenant que tu étais avec ton mari, puis lui, là, il poussait ton mari du côté, puis tu vas danser avec moi. Puis si tu dansais pas avec, il allait se battre avec son mari à elle. C'était un gars de même. Il a fait titre à Chatham plusieurs. Mais il y a eu beaucoup de monde sur la Miramichi qui avait peur de lui. Beaucoup. Puis même à cette heure, même aujourd'hui, quand on y parle, Legere, c'est... Il n'y a pas des années qui ne passent pas quand ils n'en parlent pas de lui, ils parlent tout le temps de lui. Plus tard dans l'entrevue, Joseph a affirmé qu'il n'avait pas peur d'Alan Legere, mais qu'il n'aurait pas hésité une seconde à tirer Legere au fusil. Cependant, Joseph Godin n'est pas le seul à se rappeler des 201 jours qui ont bouleversé non seulement une ville, mais une province en entier. Il y avait du monde qui a dormi avec des fusils aux côtés d'eux, parce qu'ils ont mis en peur. Puis il y en avait une couchée là, puis deux là. Puis nous autres, on était là, puis la voisine était dans la chambre à côté, dans la chambre des enfants. Je m'étais fait un plan dans la tête, si jamais quelqu'un pénétrait dans la maison, moi, je ramassais le bureau, je l'accotais contre la porte. C'était la peur, parce que tout le monde imaginait qu'on... Comme vous avez pu le constater, l'histoire d'Alan Legere a vraiment bouleversé cette communauté. Pour en savoir plus sur Alan Legere, vous pouvez visiter le site de Radio-Canada ou le site de l'Encyclopédie canadienne.